Je vais reprendre, la parole pour, parler du présent maintenant, après ce grand, panorama historique intéressant parce que vous avez vu que toutes les CEA, bah, ils ont leurs racines, depuis déjà bien longtemps, hein, donc il faut en tenir compte. Et donc je vais vous présenter maintenant l'organisation et le bilan d'activité sûrement, surtout des comités d'éthique. Donc les enseignements du bilan et les quelques pistes d'évolution, et j'espère que c'est sur ces pistes d'évolution qu'on pourra, avoir une discussion. Et donc je remercie Marc, d'avoir participé à la préparation de ce diaporama. Et donc je vais démarrer, par le comité d'éthique, le comité national de réflexion éthique sur l'expérimentation animale. Alors je vais sauter certaines choses puisqu'elles viennent d'être, dites, hein, mais, c'est ce comité d'éthique qui a assuré donc les derniers bilans que je vais vous présenter ensuite. Donc créé en 2005, régi par 3 articles du code, rural, et placé auprès de la Commission nationale pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, ex-CNEA, donc notre président était présent, sous la tutelle des ministres chargés de la recherche et de l'agriculture, et son rôle réglementaire et il a pour mission d'émettre des avis sur les questions éthiques soulevées par l'expérimentation animale. Vous voyez que c'est très large, mais ce sont des avis, hein. Bon. Ce que je vous dis tout de suite donc, c'est que ce comité national a un site, enfin tout du moins un petit morceau, de site sur le site général du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, hein. C'est un des premiers, travails que j'ai fait quand j'ai pris la présidence de ce comité donc en 2019, et vous trouvez sur ce site toutes les informations concernant le comité national, les textes réglementaires, la composition, toutes les relevés de décisions et réunions, et de réunions, les bilans actuels d'activité du comité, les avis et recommandations qui ont été publiés et les bilans d'activité des comités d'éthique. Donc tout ceci dans un esprit de transparence, totale. Donc les missions du CNREA, il y en a 4, hein, c'est bien parce que nous on a la réglementation qui est là, qui nous dit ce qu'on doit faire, donc au moins, c'est clair. La charte nationale, on en a parlé, c'était la première mission, hein, portant sur l'éthique de l'expérimentation animale. Ça vous a été dit, rédigée en 2008, actualisée en 2014 à la suite de la publication des textes de transposition de la directive. La seule chose nouvelle depuis, c'est qu'on l'a traduite également en anglais pour qu'elle soit accessible également à, bah, tous nos collaborateurs qui sont pas nécessairement francophones, et donc voilà. Et puis ça permet aussi dans les missions dans les pour les instances d'évaluation, étrangères de pouvoir en prendre connaissance. La deuxième mission était de rédiger des guides de bonne pratique pour le fonctionnement des comités d'éthique et l'évaluation éthique des projets. Donc ces guides ont été, rédigés par le GIRCOR, hein, à la demande du ministère. Ils ont été, finalisés et validés par le comité national, et donc la charte et les guides donc complètent en fait la réglementation, en vigueur. Troisième mission, établir le bilan annuel national d'activité des comités d'éthique et formuler des recommandations visant à améliorer leurs pratiques. Donc, dans sa configuration actuelle du comité national, donc le premier bilan a été, réalisé en 2021. Ensuite, est venue une des recommandations du comité national concernant la structure et le fonctionnement des comités d'éthique dans une perspective d'amélioration du dispositif au travers du processus d'agrément des comités d'éthique. Puisque comme vous l'a expliqué Virginie, les comités étaient enregistrés, hein, étaient enregistrés, mais la législation demandait qu'ils soient formellement agréés avec des conditions particulières. Et donc, les principes de compétence, d'impartialité, d'indépendance et de confidentialité au sein des comités, hein, rien de nouveau par rapport à ce qui existait déjà, l'harmonisation des pratiques et une garantie des moyens de fonctionnement nécessaires.
Donc sur la base de ces recommandations, les comités ont été agréés, donc soit dans leur forme existence ou pas, puisqu'il y a eu des regroupements et cetera, justement pour, pour respecter les recommandations du comité national. Et ensuite, le deuxième bilan a été réalisé sur l'activité des comités en 2022, ce qui nous a permis de voir donc l'évolution de la situation suite aux recommandations du comité national. Donc ces chiffres, vous ont été déjà donnés par, Virginie. Donc nous avions donc en 2022 87 comités d'éthique agréés maintenant par le ministère, 2038 membres. Ce qui est intéressant quand même, c'est que les 2038, c'est un grand chiffre, hein, mais, c'est 5 à 98 par comité, avec une médiane de 20 membres. 2 714 demandes d'autorisation de projet, mais de 0 à 150 par comité. Donc ces nombres montrent à la fois l'importance du dispositif d'évaluation éthique, hein, ce qui a déjà été dit, mais surtout la grande diversité des comités. C'est clair qu'un comité à 150 personnes ne va pas, non, à combien j'ai dit, 98 personnes ne va pas fonctionner de la même manière que le comité à 5 personnes, qui est le minimum réglementaire. Donc parlons de l'évaluation éthique. Donc dans le la réglementation donc, qui a été codifiée dans le code rural, hein, aux articles que je citerai, chaque fois que je citerai des articles, sont les articles du code rural, même si je ne l'ai pas marqué nécessairement. Donc, l'évaluation éthique permet de vérifier que le projet satisfait aux critères suivants. C'est moi qui souligne vérifier, hein, ce n'est pas le texte. Le projet est justifié, premièrement, du point de vue scientifique ou éducatif ou requis par la loi. Deuxièmement, les objectifs du projet justifient l'utilisation des animaux. Et troisièmement, le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures expérimentales dans les conditions les plus respectueuses de l'animal et de l'environnement. Donc on a bien ici les trois items que j'avais mis, en, en- en évidence, hein, dans le considérant 10 de la directive. Hein. C'est la justification du projet, premièrement. Deuxièmement, l'utilisation des animaux, avec sous-jacent cette question du remplacement des animaux, éventuellement, si c'est possible. Et troisièmement, donc le respect des animaux quand les procédures sont mises en œuvre. Donc, on va regarder comment ceci se décline en fonction des principales utilisations des animaux. Ici, recherche scientifique fondamentale ou appliquée, c'est l'utilisation principale des animaux. Recherche scientifique fondamentale, 39%, appliquée 23%. Donc, vous voyez qu'ensemble, 64%, les deux tiers des animaux qui sont utilisés. Donc, la question est de vérifier que le projet est justifié du point de vue scientifique. Et ceci, c'est la question qui est débattue ici, c'est la relation entre évaluation scientifique et évaluation éthique. Dans la charte, on lit l'évaluation éthique se déroule indépendamment de l'évaluation scientifique du projet. Et le comité d'éthique ne se substitue pas à un comité d'évaluation scientifique, pédagogique ou à une agence réglementaire. Donc, en fait, dans la réalité, en fait, l'évaluation scientifique se fait essentiellement par des commissions scientifiques spécialisées qui appartiennent ou qui sont rattachées à des agences ou des organismes de financement. Si ce n'est que la question qu'il faut se poser, c'est quel est le niveau d'évaluation de ces commissions scientifiques spécialisées. Lorsqu'on évalue un programme de recherche d'un laboratoire, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas combien c'est maintenant, euh, c'est une chose, c'est important. C'est important que le projet global du laboratoire soit validé, mais c'est très différent de l'objectif du comité d'éthique qui est d'évaluer les procédures expérimentales elles-mêmes. Donc le grain d'évaluation est très différent. Et on ne peut pas dire je fais cette expérimentation, c'est validé par l'avis que je sais pas, l'HCRS ou l'ANR a pu donner sur notre projet global. Donc ça, c'est déjà un premier niveau d'analyse. Hein. À quel niveau est-ce que les projets que vous me présentez aujourd'hui ou le projet que vous me présentez aujourd'hui a déjà été réellement évalué?
Et deuxièmement, il y a aussi la diversité des situations, c'est-à-dire qu'il y a des demandes d'autorisation de projet qui peuvent, être faites pour une expérimentation que je souhaite faire, j'ai les moyens de la faire et je la fais de mon propre chef, hein. Personne n'a jamais été, interdit de faire de l'expérimentation, qui n'ait pas été par ailleurs validée par des comités scientifiques spécialisés. Donc on voit bien que, il est difficile quand même de complètement dissocier l'évaluation scientifique et l'évaluation éthique. Ils sont l'un et l'autre, les deux jambes, hein, du même dispositif. Et le deuxième point important que j'aimerais soulever, c'est le rôle des commissions scientifiques dans les démarches de remplacement. On va dire le remplacement, c'est pas de la science, hein, c'est des 3 R. Sauf que une fois que le projet a été validé par un comité scientifique, bah, c'est difficile pour le comité d'éthique de dire: «Bah, oui, mais regardez, vous auriez pu, ne pas utiliser d'animaux et pour cette partie de l'expérimentation, vous auriez pu, faire autre chose», hein. Et donc, ici, de la même façon, alors qu'on met le remplacement du côté de l'éthique, en fait, en pratique, c'est bien les commissions scientifiques spécialisées qui sont les plus pertinentes, les plus compétentes pour savoir si, dans le projet global qui est proposé, est-ce qu'il n'y a pas certaines parties qui pourraient être remplacées ou l'utilisation des animaux vivants pourrait être remplacée par des démarches alternatives. Donc, il est difficile de faire une séparation, hein, stricte entre cette évaluation scientifique et l'évaluation éthique. Ce que je disais auparavant, c'était pour l'utilisation au niveau de la recherche. Ensuite, pour la deuxième objectif important, qui est l'utilisation réglementaire et la production de routine, qui représente environ 24% donc des animaux, du total des animaux utilisés. La justification ici est à rechercher dans les textes réglementaires, puisque ce sont en général ces textes qui régissent les, les protocoles à utiliser pour telle ou telle utilisation. Donc le développement de méthodes alternatives, qui reste toujours un point important, dépend de ces agences réglementaires nationales, mais surtout européennes, puisque c'est à ce niveau que sont formulées maintenant la plupart des exigences réglementaires. Quelques exemples, j'ai pris là, mais bon, juste pour montrer comment dire, une évolution justement des choses, hein. Pour ce qui est du test des cosmétiques, bien maintenant c'est fini au niveau européen, hein. Il y a eu un arrêt total, une interdiction totale du test des cosmétiques sur les animaux vivants, donc le problème est résolu. La détection des pyrogènes, eh bien, on est en pleine évolution, hein, puisque le test classique, c'était le test sur le lapin, qui a évolué vers la limule, hein, la coagulation du sang de limule, qui est ce qu'on appelle dans ce cas-là un remplacement relatif, puisqu'on remplace un animal par un autre supposé être moins euh, sentient, comme disent les anglo-saxons, sauf que ça faisait disparaître les limules, donc c'est bien gênant. Et maintenant, donc, la mise au point de tests in vitro, totalement in vitro. Et il y a ici une évolution que l'on voit se faire progressivement. Pour ce qui est de la production des anticorps, donc le Comité national a rédigé un avis sur la question, hein, puisqu'il y avait eu un avis de l'ECVAM, qui est l'agence européenne pour les procédures de remplacement, et pour dire que, ben oui, remplacer c'est bien, mais on ne peut pas tout remplacer à l'heure actuelle. On sait qu'il y a des, des protocoles qui peuvent être maintenant remplacés, protocoles chez les animaux qui peuvent être remplacés par d'autres protocoles in vitro, mais ce n'est pas vrai pour l'ensemble de la production des anticorps, et donc il faut bien progresser, mettre au point des techniques et aussi la réglementation, hein, puisque tout cela, ce sont souvent des textes qui régulent l'utilisation de telle ou telle technique et la validation de telle ou telle technique. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, bon, le nombre est relativement faible, hein, 7% du total des animaux utilisés. La Commission nationale a publié une recommandation récente, hein, pour encourager la formation des étudiants concernés, l'éthique et aux 3 R, la promotion des techniques alternatives, la réduction du nombre d'animaux utilisés. Donc ici aussi, on a
une évolution, hein, de la situation et ici, le comité d'éthique, eh ben, doit vérifier que les conditions qui sont, mises en avant ici, par exemple, par la commission nationale, eh bien, soient, respectées dans les projets qui leur sont soumis. Donc j'ai fait ce petit schéma ici là pour, expliquer un peu cette question de la répartition des rôles, un peu dans l'évaluation, éthique versus scientifique, hein. Pour moi, il y a pas une rupture, complète, hein. Il y a un entremêlement des deux responsabilités, hein, scientifique versus éthique. Le projet est justifié, c'est plus du ressort des comités scientifiques. Les conditions les plus respectueuses de l'animal, c'est plus du ressort des comités d'éthique. Puis au milieu, eh bien, l'utilisation des animaux est justifiée, c'est-à-dire le remplacement, ben, c'est de la responsabilité de tout le monde pour faire progresser la situation. Et d'aucuns suggère qu'on puisse appeler les comités d'éthique en expérimentation animale les comités de protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, comme sur le modèle des comités de protection des personnes, hein, pour ce qui est des études sur les personnes humaines. Donc, quelles sont les qualités maintenant requises pour un comité d'éthique pour réaliser cette évaluation éthique? Pour être agréé, un comité doit premièrement justifier de la compétence pluridisciplinaire de ses membres. On en a parlé déjà, donc je vais aller assez vite. Euh, donc, en fait, comment dire, la directive ne donne pas la composition des comités, en fait, hein. Il dit simplement, ben voilà, il faut prendre l'avis d'experts, hein, en particulier applications scientifiques, conception, pratiques vétérinaires, etc., élevage et soins des animaux. Donc, cette direction, c'est une directive globale, a été déclinée donc dans notre droit français, avec les termes qui ont été déjà utilisés, donc la conception, la réalisation, le soin aux animaux, les vétérinaires, et cet ajout d'une cinquième compétence, hein, cette personne non spécialisée dans les scientifiques relative à l'utilisation des animaux à des fins scientifiques. Et j'ai compris que c'était finalement un peu plus le legs de l'histoire, quoi, parce que c'est déjà une catégorie qui existait en fait auparavant, même si elle était rédigée, hein, différemment. Donc cette personne non spécialisée apporte un regard sociétal au cours des évaluations et contribue par conséquent à la qualité, à la richesse des débats au sein du comité d'éthique. Pour autant, peut-être que troublé par le fait qu'une compétence, hein, puisque ça fait partie des compétences, une compétence soit définie comme non spécialisée. Parce que finalement, c'est la compétence qui est probablement la plus facile à obtenir, et pourtant, je suis sûr que c'est une des plus difficiles à, à s'exprimer au sein des comités. Voilà, donc actuellement, au niveau du comité national, donc nous avons une réflexion pour essayer de peut-être de redéfinir cette non-compétence, ou cette non-spécialisation, pardon, en compétences positives, hein, pour qui faciliter un peu la démarche des comités d'éthique pour le recrutement de leurs membres. Donc, la deuxième chose qui n'est pas définie dans la directive, c'est la composition des comités et la répartition des compétences, parce que la seule règle, c'est à minima 5 personnes, hein. Bien sûr, puisqu'il y a 5 compétences, il faut 5 personnes pour avoir ces 5 compétences. Mais au-delà, on ne sait pas, hein. Et pourtant, la grande majorité des comités comportent plus que 5 personnes, heureusement. Et statistiquement, donc, sur l'ensemble des membres de comité, on comptait donc en 1922 50% de membres pour la conception, 27 pour la réalisation, 17 pour les soins, 12 pour les vétérinaires et 15 pour les non spécialistes. Vous avez fait rapidement l'addition, vous voyez que c'est plus que 100%, puisque certaines personnes peuvent être dans un comité à plusieurs titres. Peut être à la fois concepteur et réalisateur d'expérience. Donc, pour
enfin, le comité a suggéré que, pour une date donnée, une demande d'autorisation de projet, les 5 compétences soient représentées par 5 personnes différentes. Par contre, d'un projet à l'autre, il peut y avoir des des chaises musicales. Il n'est pas étonnant que, les difficultés de recrutement qui sont exprimées par les comités d'éthique, eh bien, ce soit, ces 3, dernières, ces 3 dernières, compétences, donc les soins, les vétérinaires et les non spécialistes, et là, je pense qu'il y a besoin d'une réflexion, importante pour voir comment on peut, faire évoluer la situation, parce que c'est clair que au moins il y a de représentants dans un comité, au moins cette compétence va être prise en compte, hein, au niveau des évaluations, et donc c'est une question qui est totalement ouverte à l'heure actuelle. Sachant que la compétence globale du comité d'éthique, donc, est dépendante, fortement dépendante de cette représentation multidisciplinaire de ses membres, pour permettre de couvrir l'ensemble des champs de connaissances et des compétences dont relève le comité, mais aussi la pluralité des sensibilités, hein, vis-à-vis de l'utilisation des animaux. Le deuxième point où la compétence peut être assurée, c'est la formation initiale et continue. Hein, jusqu'à présent, il y a une, deux formations qui existent, hein, sur le marché, je dirais, mais qui ne représentent pas un nombre de, quand on voit le nombre de personnes à à former, hein, plus de 2 000 membres, ça correspond à un travail assez important. Donc le comité a fait des recommand comité national a fait des recommandations avec, un avis commun avec la commission nationale sur le contenu de cette formation, et maintenant on est au travail pour, mettre en œuvre un peu ces bon, un peu non, mais mettre en œuvre ces recommandations, en particulier avec la collaboration du FC3R, dont la directrice est ici présente également. Merci. Donc, représentation pluridisciplinaire des membres, la formation initiale et continue. Troisièmement, la collégialité des évaluations. C'est important que, heu, ce ne soit pas que les évaluations ne soient pas seulement, le fait de rapporteurs, hein, comme on le fait le plus souvent dans une commission, et que, ensuite les rapports puissent être discutés par l'ensemble des membres du comité, ou tout du moins par une représentation satisfaisante de l'ensemble des compétences. Et pour assurer cette, activité régulière, enfin cette, comment dire? La compétence au niveau de l'évaluation, le comité national avait, suggéré que, les comités traitent un nombre minimum de dossiers, quoi. Si vous voyez, une DAP toutes les 3 ans, c'est sûr qu'on ne va pas investir beaucoup hein, pour faire un effort, au niveau de l'évaluation éthique, et donc heu le comité national avait suggéré que, les petits comités puissent se regrouper pour avoir une activité suffisante, d'autant plus que les petits comités étaient le plus souvent mono-institutionnels, hein, rattachés à un seul établissement utilisateur, et donc il y avait une certaine, comment dire? Endogamie, hein, là, donc et de fait, de 108 comités en 2021, on est passé à 87 en 2022, mais je suis sûr que la situation va évoluer encore un peu, parce que voilà. Ensuite, parmi les qualités, bon, il y en a plusieurs, la charte nationale, respect de la charte nationale qu'on a vu précédemment, où sont les principes relatifs à l'évaluation éthique. Le 4e point, c'est présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité. Je vous rappelle que les comités d'éthique en matière d'expérimentation animale sont créés à l'initiative des établissements utilisateurs. Et tout établissement utilisateur doit relever d'un seul comité, mais établissements utilisateurs peuvent dépendre d'un même comité. Donc en 2022, on dénombrait 616 établissements utilisateurs, avec une médiane de 3 par comité.
mais une dispersion de 1 à 33. Et ces 600 et ces différents établissements utilisateurs relèvent de tutelles, hein, et on compte 3 tutelles par comité en médiane, mais de 1 à 22. Il y a des comités qui ont 22 tutelles, 33 établissements utilisateurs. Donc on voit que ici, c'est des structures qui doivent être pas très faciles à gérer. On va voir ça tout de suite. Donc on a déjà parlé partiellement de cette question d'indépendance et impartialité. J'ai dissocié 2 sources, mais bon, c'est jamais complètement, différent, hein. L'absence de conflit d'intérêts, réel conflit, c'est-à-dire que tout membre d'un comité d'éthique en expérimentation animale ne peut participer à une délibération à laquelle il est intéressé, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, à peine de nullité de la délibération. Ça, je dirais, c'est vraiment le conflit d'intérêts du premier degré, hein, mais aussi la question de la limitation des liens d'intérêt, qui ne sont pas nécessairement des conflits. Et pour, pour encourager pour faciliter cette limitation des liens d'intérêt, le Comité national a suggéré de la pluralité des établissements utilisateurs et des institutions de tutelle dans un même comité, qu'un comité ne soit pas rattaché exclusivement à un établissement utilisateur. Que les évaluateurs soient indépendants des projets et qu'il y ait des regards croisés. Donc ça, c'est directement en rapport avec un fonctionnement collégial des comités. Donc ces critères ont été pris en compte dans le processus d'agrément et en 2022, on arrive à 89% des demandes d'autorisation de projet qui ont été traitées par des comités multi-établissements utilisateurs et multi-institutions. Donc ils ne relèvent pas d'une seule formation. Ce qui permet a priori une répartition des rôles à l'intérieur du comité et surtout plus d'indépendance par rapport aux tutelles. Et la cinquième qualité requise pour un comité d'éthique, c'est de pouvoir disposer des moyens de fonctionnement permettant de réaliser l'évaluation éthique des projets dans les délais impartis. Les moyens, on a distingué les moyens humains. Il faut rappeler que les membres des comités d'éthique sont volontaires et ne reçoivent pas de rémunération spécifiquement rattachée à cette mission, hein, c'est dans le texte de la Charte nationale. Mais néanmoins, il semble qu'il est important que les membres des comités aient une reconnaissance officielle de leur activité au sein des comités et éventuellement la prise en compte de leur activité dans leur activité professionnelle au minimum. Ceux qui sont employés par un institut et qui passent leur temps dans un comité à faire une activité réglementaire absolument indispensable au bon fonctionnement de la recherche, eh bien, on conçoit que ce temps passé puisse être comptabilisé dans le temps de travail. C'est un minimum. Donc, nécessité au moins de la reconnaissance officielle du travail réalisé à travers des lettres de mission, hein. Il y en a déjà qui existent, hein, beaucoup même, mais il y a comment dire, les instituts, hein, le réseau des comités d'éthique qui travaillent sur cette question, et c'est également les grands instituts de recherche, je crois que l'INSERM, hein, et réflexion sur la question. Et donc, c'est un point, je pense, important qu'au minimum, on reconnaisse le travail réalisé et éventuellement que soit prise en compte l'activité dans les activités professionnelles. Seuls 26 comités déclarent disposer d'un secrétariat dédié sur les, on a dit, 85, 6, 7, ce qui est quand même relativement peu, surtout que la quantité de travail est très, très variable, hein, puisque c'est déclarent entre 1 et 100%. Donc, on voit aussi toute la variabilité. Moyens financiers, ben, ils sont nécessaires et voire indispensables pour le fonctionnement du comité, les déplacements des membres, hein, qui ne sont pas toujours au niveau d'un seul endroit géographique, la promotion des principes éthiques également, et parmi les 87 comités, 27 déclarent manquer de moyens humains, 26 de moyens financiers pour fonctionner correctement,
Et je fais remarquer ici que la réglementation impose aux tutelles d'allouer tous les moyens nécessaires au comité leur permettant de remplir leur mission. C'est un minimum. Et je prends le cas en particulier des tutelles multiples. Vous imaginez donc avec 22 tutelles, le président, en l'occurrence, c'est la présidente du comité qui doit aller faire la quête auprès de 22 tutelles pour pouvoir fonctionner. C'est pas possible, hein. Elle a autre chose à faire que d'aller chercher des moyens qui lui sont dus par les textes législatifs. Et donc là, à l'heure actuelle, il y a un besoin, hein, urgent et rapide de formaliser cette relation entre les comités d'éthique et les tutelles, au moins pour ce qui concerne les moyens mis à disposition et la façon de les gérer. J'imagine aussi que c'est pas facile quand il y a 22 tutelles qui se mettent d'accord pour faire une gestion commune de tout ça. Donc la situation n'est pas simple, mais il faut, je pense, la mettre sur la table pour qu'on puisse en parler sans, sans détour. Quelques points sur sur le fonctionnement des comités d'éthique. Donc, le traitement des demandes d'autorisation de projet d'abord. Il y a un règlement intérieur dans tous les comités. En général, ils fonctionnent avec des rapporteurs et ensuite, alors ces rapporteurs ont également des échanges avec les porteurs de projets. Ça, c'est important. Et enfin, une validation collégiale qui inclut les 5 compétences. Donc, vous avez ici l'issue des évaluations. Sur les 2686 DAP traités donc en 2022, on voit que seulement 235 ont été acceptés directement sans modification et 2361 ont été acceptés avec modification. Donc, on voit bien que c'est une critique qui est faite régulièrement que, bah oui, on accepte toutes les DAP. En fait, il y a structurellement actuellement des échanges entre le comité d'éthique et le porteur de projet ou les porteurs de projet qui permettent de faire évoluer la demande jusqu'à ce qu'elle soit acceptable, ou du moins que toutes les questions liées à l'éthique soient résolues. Alors, un point de crispation, bien sûr, au niveau des relations entre les porteurs de projets et les comités d'éthique, c'est la durée de l'évaluation, hein, puisque réglementairement, la décision concernant une autorisation de projet est notifiée au plus tard 8 semaines après la réception de la demande complète et correcte. Ce délai inclut celui de l'évaluation éthique du projet qui ne peut être supérieur à 7 semaines. Or, à la déclaration même des comités d'éthique, 42% des dossiers sont traités dans un délai supérieur à 7 semaines. Il est très difficile à l'heure actuelle, parce qu'on n'a pas une analyse suffisamment fine, hein, pour chacun des dossiers, mais c'est des choses qui viendront dans les années à venir, lorsque l'on mettra en œuvre les visites sur site des comités à plus grande échelle. Euh, il y a beaucoup de, enfin, d'après les retours qui nous sont faits des comités d'éthique, il peut y avoir beaucoup de raisons, hein. Bien sûr, il peut y avoir des comités d'éthique qui répondent pas de façon satisfaisante avec un délai satisfaisant. Mais il y a aussi beaucoup de porteurs de projets qui mettent des semaines pour répondre aux commentaires. Et puis, n'oublions pas que tous les comités d'éthique ne disposent pas non plus des moyens administratifs qui permettent de gérer toutes ces questions-là, parce que quand il y a des allers-retours, un comité d'éthique a dit qu'il pouvait y avoir jusqu'à 15 échanges entre le comité d'éthique et le porteur de projet. Donc on imagine, à tout point de vue, quoi, la durée, le travail que ça représente, etc. Donc, nécessité, je pense, formelle de formaliser ces échanges, hein, entre le comité d'éthique et les porteurs de projets et le ministère. Euh,
pour qu'on puisse déjà, on dit ici 42 des dossiers, mais en fait, on voit que sur le terrain, en fait, le temps de traitement des dossiers n'est pas évalué de la même façon par tout le monde parce que le dépôt du dossier sur la plateforme APAFIS ne se fait pas toujours au même moment. Il y en a qui font leur travail entre eux, puis le jour où tout va bien, plouf, je le mets sur APAFIS, vous voyez, je l'ai fait vite, je fais en 2 jours, j'ai évalué le dossier. Donc il faut qu'on ait une formalisation de ces échanges pour avoir une visibilité meilleure du processus. Pour les appréciations rétrospectives, donc qui sont obligatoires pour les projets utilisant des primates ainsi que ceux qui ont au moins une procédure expérimentale de classe de gravité sévère, les appréciations rétrospectives doivent être vues comme un retour d'expérience, en fait, hein, dans une perspective d'amélioration continue. Au cours de l'année 2022, il y en a eu 375 réalisées et 588 demandées. Donc, elles sont réalisées sur des projets qui ont été acceptés dans les années précédentes, hein, puisque ça se fait en fin de projet, ça peut être au bout de plusieurs années. Mais ici encore, on a un besoin de formalisation du processus parce qu'on n'a pas de formalisation, comment il faut les faire, comment on peut les rassembler, les exprimer de la même façon surtout pour qu'il puisse y avoir un partage après de ces expériences. C'est le but, hein. Pour les actions de promotion des 3 R, hein, qui est le troisième objectif des comités d'éthique, eh bien, 64 comités ont organisé des manifestations à destination des utilisateurs, ce qui représente 451 actions de sensibilisation à l'éthique et aux 3 R pour 20 000 personnes concernées au cours des 3 dernières années. Donc, on voit que les comités d'éthique ont un rôle important localement, hein, pour cette promotion des 3 R. Et c'est une bonne chose d'encourager ce fonctionnement. En guise de conclusion, conclusion que je mets provisoire, parce que conclusion, en général, on ferme. Alors que moi, ce que je voudrais, c'est que la conclusion ouvre, au contraire, à la discussion. Hein, premièrement, c'est de reconnaître la centralité des comités d'éthique dans le dispositif de recherche, de santé et d'enseignement impliquant les animaux vivants. Je pense que c'est quelque chose qui est très important à redire, hein, surtout à toutes les tutelles. Ce serait bien. Plus de 2000 acteurs impliqués, une organisation qui fonctionne, comme l'a dit Virginie, hein, qui a une expérience pratique directe de la chose, avec des marques de progrès, il faut le reconnaître, une grande hétérogénéité des comités. Vous avez vu tous les nombres, hein, c'est pour ça que je fais exprès de vous donner la fourchette, hein, c'est considérable, hein, pour tous les critères que l'on peut prendre. La représentativité des compétences au sein des comités, et en particulier des comités les plus importants en nombre. La reconnaissance de la participation des différents membres. Je n'ai pas voulu insister jusqu'à présent, mais le président a remarqué que les vétérinaires étaient, hein, en petit nombre, hein, dans les comités d'éthique, et il se pose des questions. Pourquoi est-ce qu'on a si peu de vétérinaires? C'est une bonne question à poser, et peut-être que l'Académie pourrait avoir un avis sur la question. Les... Et puis, beaucoup de besoins de formalisation quand même. On voit que c'est important, bien sûr, on peut dire que c'est bureaucratique, mais en fait, tant qu'on n'a pas des procédures qui sont suffisamment formalisées, ben, il est difficile d'analyser la situation. Sur la gestion des DAP sur la plateforme APAFIS, les relations avec les porteurs de projets, les appréciations rétrospectives, les relations avec et entre les tutelles. Et puis en dernier, j'ai mis le souhait d'allègement des procédures, hein. Actuellement, il y a c'est ça, hein, le boom de la simplification, hein. C'est pas le boom, c'est comment on dit? Donc ça, c'est pas inutile de le rappeler que beaucoup disent que ces procédures de DAP sont un peu lourdes, hein. Et donc voilà, je vous remercie pour votre attention.